Ah, Liliane, elle est Bonsoir avec et un à portable. tous. On est heureux de se rencontrer pour le 8e cours. Déjà, 8e cours avec Ita Eskenazi pour la méthode des MIMA. Voilà, bonne étude à nous tous. Bonsoir tout le monde. Le 8e cours de Mima Vital. D'accord, ça marche? Non, c'est Johan. Johan, Il est parti. il est parti, il m'a pas donné le contrôle. Je pense. Johan, נראה לי לקחת לי את השליטה. תחזיר לי את ה... נכון? Hop. Tu me remets le contrôle? Hop. Pas de contrôle. Bon, c'est un exercice de perte de contrôle. Ah, voilà, j'ai reçu le contrôle. Top. Alors aujourd'hui, on va faire une notion de base vraiment essentielle de cette étude. C'est la notion qu'on peut appeler générosité envers nous-mêmes, mais on va prendre un angle spécifique dans cette idée. C'est parler d'un ordre interne des actions de développement. On cherche à se rapprocher, très bien. On cherche à se développer, on cherche à être plus proche, on cherche à être plus lumineux, plus tout. Mais des fois, on cherche à faire ça avec une sorte de saut au-dessus de notre vie, sans ordre interne. Et ce qu'on veut parler aujourd'hui, c'est voir les étapes de l'ordre de développement qui sont très importants parce que nous guérir des sortes d'habitudes presque violence envers nous-mêmes en cherchant à se développer. En général, dans l'étude de MIMA, on cherche à se guérir de la violence envers nous-mêmes. Et la violence, c'est pas, des fois c'est très fort, c'est s'attaquer quand on a fait une erreur ou je sais pas quoi. Et des fois, la violence est tout petite. Des fois, la violence, c'est de pas respecter les besoins du corps, les besoins de repos. C'est pas accepter le fait qu'on est rentré dans un corps qui a des besoins. On est rentré dans le temps. Et le temps a son processus et ses étapes. Essayer d'arriver au but sans passer dans les étapes de milieu. Alors ça s'appelle en hébreu Hakara lakiyum veregesh lakiyum. Reconnaissance de notre existence, de notre voilà, je sais pas, c'est pas tellement pas beaucoup d'aspiration en français, je pense, ces mots, mais reconnaissance de notre existence, après sensibilité et respect. Je vais essayer d'expliquer. Alors, reconnaissance de notre existence, ça veut dire d'abord savoir, voilà, reconnaître d'abord et comprendre ce qui se passe en mon intérieur. Savoir d'abord. Est-ce que je sais ce qui se passe en moi? C'est ce qu'on va dire hakarati, avoir conscience, reconnaître, savoir, voir en clair. Et je mets en parenthèse, voir en clair sans jugement, sans critique. Voir, point. Voir et accepter, d'abord, tout ce qui se passe en moi, tout ce qui est moi maintenant. C'est vrai qu'en moi, il y a des fois des choses essentielles, il y a du superflu, il y a même des choses pas très beaux, et il y a des choses qui sont beaux, mais moi j'aime pas. Par exemple, j'ai faim. J'ai pas envie d'avoir faim parce que j'ai envie de faire quelque chose de grand et beau, mais j'ai faim. Alors est-ce que je vois d'abord que j'ai faim? Et est-ce que je respecte? Et est-ce que j'arrête de juger et essayer d'être surhumain? De respecter le fait que j'ai des limites. Alors ça, c'est pas superflu.
d'avoir des limites. Mais on a une sorte de attaque inconsciente sur le fait qu'on a des besoins. Alors d'abord, voir et reconnaître. Après, accepter. Et après, beaucoup plus que ça, avoir un respect profond et une générosité envers notre existence telle qu'elle est maintenant. Alors, je commence par le fait de me demander des questions. Qu'est-ce qui se passe en moi maintenant? Et je commence par le plus simple. Je commence par le corps. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis installé confortablement? Et avoir la patience à cette dimension de l'existence. C'est ça d'abord. On ne cherche pas à être spirituel, on cherche à être business, comme on dit. Être, je sais pas quoi. Chacun ce qu'il cherche à être. Mais est-ce qu'on saute au-dessus des faits les plus basiques, je sais pas, les faits les plus essentiels de l'existence? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que tout va bien? D'où ça vient? Ça vient, bon, c'est aussi héréditaire un peu, parce que, par exemple, quand un petit enfant, on est dans la route envers, je sais pas, une destination, et il n'y a pas d'aire de repos. En Israël, il y a presque pas d'aire de repos comme en France. On peut passer 30 kilomètres sur l'autoroute et il n'y a pas où se reposer. Et tout d'un coup, il y a une petite fille qui dit, je vais aller aux toilettes. Alors, des fois, j'ai pas envie qu'elle m'embête avec son corps. Alors, je lui dis, bon, encore une fois, ou je fais même, je dis rien, mais avec mon œil, je fais comme ça. Oh, maintenant, encore toi avec ton corps. Alors, petit à petit, elle reçoit l'idée que son corps est une sorte d'interruption, comment on dit, enfin, elle interrompt avec son corps, oui, interruption de l'existence dans le monde. Et comme ça, à chaque fois que son corps vient lui demander quelque chose, elle va se dire, ah, encore toi, maintenant je vais avoir cette figure de papa qui n'a pas envie que je l'embête. Et d'où ça vient? Ça vient que moi aussi, j'ai pas de patience pour mon corps de moi-même. Alors, je passe cette idée à ma fille aussi. Et on veut se guérir de cette sorte de disrespect, de l'opposé de respect. Comment? Voilà, irrespect. On veut se guérir de cet irrespect envers notre besoin d'être humain. Et le plus essentiel, c'est le corps, ce qu'il a besoin. Et pas passer le message comme si mon corps est une sorte d'interruption de ma vie. Tu m'embêtes. Ah, encore maintenant, j'ai envie de faire d'autres choses, quelque chose de plus grand, plus aspiré, plus je sais pas quoi. Et tout d'un coup, il y a ce petit corps qui vient me dire, je suis fatigué, je veux aller à la maison. J'ai besoin de repos et je vais pas faire tout ce que je veux et je vais pas être très, je sais pas, spirituel. Je vais être comme ça, je vais aller manger. Et pour nous, être spirituel, ça veut dire d'accepter de passer à travers le corps, avec le corps, et pas essayer de sauter au-delà du corps. Oui. Considérer son corps comme un ami, quoi. Oui. Et d'abord, c'est mon ami. D'abord, c'est le véhicule pour être là, sur Terre. Et après, c'est à travers et dans cette expérience d'être humain avec les limites, avec les besoins d'être humain, c'est là que je fais mon voyage. Et beaucoup de fois, on a une sorte de refus de rentrer dans le corps. M'embête pas, je veux être, je sais pas où. Mais, je vais dire encore, c'est aussi simple que ça, je veux pas maintenant avec cette histoire de toilette, ou de faim, ou de fatigue, ou que c'est important pour moi l'esthétique,
l'odeur, l'espace, tout ça. Alors d'abord, est-ce que je me sens bien? Quand je commence à est-ce que je me sens bien, des fois je ne vais pas comprendre pourquoi. Et des fois, la réponse est dans cette dimension-là. Il y a quelque chose de très physique qui me sent pas bien et il faut d'abord le savoir. Avant de respecter, avant de faire quelque chose, il faut d'abord être conscient de ce qui se passe, que maintenant il y a quelque chose qui ne va pas au physique. Oui. Ou il y a des choses qui vont très bien au physique et il faut donner le poids sur ça. Si c'est important pour moi l'esthétique, alors il faut donner le temps et l'argent de m'arranger la vie esthétiquement pour que je sois proche. Le bruit, je sais pas, l'environnement, la lumière, tout ça. Il y a quelque chose qu'on a des besoins comme ça, mais est-ce qu'on se donne le temps pour voir, vérifier, s'interroger mes besoins dans la dimension du corps? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis installé? Tout ça. Ça, c'est tout d'abord. C'est plus facile. Je ne sais pas si c'est le plus facile, mais pour beaucoup de gens, c'est très difficile. On va voir ça. On saute au-dessus. On zappe comme ça, wouh, comme si c'est pas là. Et retourner là à la case départ. Et case départ. Qu'est-ce qui se passe dans le physique? Tout va bien. Après, je peux approfondir tout ce que je veux. Et je vais chercher ce qui se passe aussi. Qu'est-ce que je ressens? Alors, qu'est-ce que je ressens? On a parlé de ça dans des cours précédents, mais c'est aussi, c'est mon existence, c'est ce qui se passe en moi, et je veux d'abord savoir et après respecter. Respecter, ça veut dire même si je ressens des choses que je voudrais bien pas ressentir. Mais c'est là. Alors là va venir la question, est-ce que je respecte ce qui se passe en moi maintenant? Oui. Ou soit je fais une sorte d'attaque irrespectable et j'essaye de sauter au-dessus d'où je suis maintenant. Qu'est-ce qui provoque chez moi la colère? Il faut d'abord savoir. Cette recherche, c'est tout le temps, il faut revenir à cette étape parce que c'est là que la plupart des gens échouent. C'est dans la première étape de savoir ce qui se passe et d'accepter ce qui se passe. On cherche à résoudre avant de savoir et voir en clair et accepter. Accepter, ça veut dire que, par exemple, s'il y a trop de gens dans une situation, ça me provoque la colère, alors il faut d'abord voir et respecter. Et maintenant, si je vais me demander, est-ce que je vais à cet événement ou à je sais pas quoi, je vais demander cette question avec un respect envers mon existence. Ça veut dire, si je sais que dans cet événement, il y aura des choses physiques, environnement, trop de gens, je sais pas quoi, des choses qui ne vont faire pas du bien. Alors d'abord, il faut respecter que c'est moi et c'est ce qui se passe en moi. Et maintenant, demander la question, qu'est-ce que je fais? Je vais aller, je vais pas aller, je vais aller pour une demi-heure, avec un respect profond envers l'état où je suis maintenant. Sans jugement, sans attaque, sans sauter au-dessus. Même si j'identifie que mes sentiments envers cette situation viennent du superflu. Ça fait rien, parce que c'est là. Parfois, on n'a pas vraiment le choix. Enfin, on a toujours le choix, effectivement, mais il y a des choses. Est-ce que le fait de faire ça et d'identifier qu'on n'a pas forcément, qu'on est fatigué, qu'on doit se reposer, et qu'on dit d'aller faire un déménagement, ou parce que la personne a besoin de nous et qu'elle n'a pas d'autres moyens. Normalement, je voudrais dire que cette phrase, des fois on n'a pas de choix, c'est l'hérésie de base
il faut essayer de dire cette phrase le moins possible. On n'a pas le choix. C'est... Alors je rectifie. ouais. Est-ce qu'on peut choisir, malgré le fait qu'on soit fatigué et qu'on ait identifié ce besoin de se poser, est-ce qu'on peut choisir d'aller quand même Si tu me demandes à moi, la phrase d'avant était plus honnête. Oui. Parce que c'était beaucoup plus beau. Si je sens que j'ai pas de choix, alors je sens que j'ai pas de choix et je vais en tant qu'esclave. Très bien. Mais la façon plus esthétique de dire ça, je choisis de ci ou de ça, beaucoup de fois, c'est une sorte de... je me raconte des histoires. Je me raconte que j'ai choisi, mais en fait, j'ai pas choisi. Je suis allé, et je le fais aussi moi-même. Mais il faut pas se raconter des histoires. Il faut se dire, maintenant, je sens que j'ai pas le choix, et je vais en tant qu'habitude, pas choix. C'est pas un choix que j'ai fait, c'est une habitude. Il y a quelque chose en moi qui m'a forcé d'aller, même que je sais déjà, par mon interrogation et mon voyage d'investiguer moi-même, je sais que ça va me faire du mal et je fais cette chose quand même. Et ce que tu parles, on va parler dans un cours plus tard, c'est le fait de achiza en hébreu. Ça veut dire un attachement, une sorte de se greffer très fort à quelque chose qui me fait du mal. Et on va découvrir ça et après chercher comment on peut lâcher les attachements à ces habitudes qui me font du mal. Parce qu'on a tout le monde a des habitudes de se faire du mal et il faut petit à petit apprendre à les laisser, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on vit en société, dans un environnement avec des gens qui, surtout en Israël où il y a une communauté et Bon, ça c'est ce que tu penses de cette idée. Alors, qu'est-ce que tu ressens de cette idée? Tu vois ce que je veux dire? Je dis, fais ce qui est bien pour toi. Alors, il y a une idée qui vient en tête. Ah, mais je vis quand même en société, en Israël, en la communauté, tout ça. Sentiment. Alors, pas chez toi, chez moi, et chez beaucoup de gens, il y a en fait la peur. Il y a en fait c'est pas d'amour et de choix qu'on va vers cette société, on a peur de quelque chose. Et dans l'étude de Emima, normalement, en général, ces peurs, c'est des peurs anciennes du rejet. La société, si elle va comprendre ou pas comprendre, bon, c'est son histoire. Mais en tant qu'enfant, on a une expérience que si on va s'écouter, on va recevoir un rejet. Et le regard de l'autre? C'est qui l'autre? Oui, un rejet. Un rejet de je sais pas qui. Et on a appris à être contre nous-mêmes, à dépasser notre limite, quoi. parfois, je disais que parfois c'est nous-mêmes qui nous rejetons. Ouais, on a reçu quand ce mouvement. Parce que, par exemple, mon professeur a dit, si par exemple, l'enfant dit ce qu'il veut, et chaque fois, il met le cahier là, et son père lui fait bouger le cahier, lui dit non, c'est pas là. Et après, il met la tomate dans le réfrigérateur, et son père lui dit non, pas dans ce tiroir-là, dans ce tiroir-là. Alors, il a ce mouvement qu'il a ce qu'il veut, et tout d'un coup, ça bouge. Ce qui se passe au fur et à mesure, qu'il reçoit cette habitude de vouloir quelque chose et se bouger lui-même avant la main de papa, il va lui-même lui bouger la main. Il va vouloir quelque chose, il va bouger. Et après, comme ça, je reçois l'habitude de vouloir me respecter
et tout d'un coup me dire « Ah, ça fait rien, c'est pas grave, tu vas quand même ». Je reçois cette habitude de me rejeter, cette habitude de dépasser mes limites, cette habitude de pas être respectueux envers mes besoins de base essentiels. Et ce qu'on veut d'abord, c'est voir ce qu'on fait, accepter qu'on n'a pas eu de choix. Ces habitudes, on a pris ces habitudes parce qu'on n'avait pas de choix. Et maintenant aussi, on n'a pas de choix. Ça nous fait bouger sans nos volontés. Ça veut dire qu'on va mettre on va se justifier, on va chercher à se justifier, on va mettre des défenses pour être quand même un peu en accord avec soi, on va être obligé de se justifier. C'est ça? Oui, on appelle ça en hébreu la dounet atzmecha lekav zchut. Se juger avec un bon œil. Comprendre, oui, comprendre que je vois cette habitude bizarre d'être contre moi-même, mais je me donne la compréhension, l'empathie, que si j'ai fait ça et si je continue à faire ça maintenant, c'est pas un choix. C'est quelque chose que je me suis habitué à faire pour survivre et c'est pas facile à se libérer de ça, mais c'est possible. Mais d'abord, je vois ça comme c'est. Ça veut dire, il y a ce que j'ai besoin et j'ai l'habitude de sauter au-dessus et de négliger et de ne pas respecter mes besoins de base comme si sauter au-delà de mon existence. Il y a mon existence, je me dis, ouais, mais c'est très bien, mais tu vas quand même. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas un processus d'évolution. Je vais évoluer de tas de dimensions. Mais est-ce que je fais ça de façon respectueuse? Et nous, on a l'habitude de faire ça de façon violente. De façon, hop, comme si j'arrête pas où est-ce que je suis et j'essaye trop vite de passer je sais pas où. Par exemple, je prends mon enfant à l'école et il veut pas rentrer parce qu'il a peur. Alors, je veux aider mon fils, pas avoir peur des fois et arriver de rentrer. Mais est-ce que peut-être là il a raison qu'il a peur et il y a un prof très cruel et c'est une bonne idée de ne pas rentrer? Ou soit tout le monde est très gentil, mais quand même il a peur et il faut respecter, lui aider, faire le passage gentiment dans un mouvement rond et gentil et souple et généreux. Et ce qu'on fait beaucoup de fois, on lui dit « Ah, c'est très beau quand même, ça va aller, allez, rentre, pchit, hop, voilà, fini. » Alors, on lui donne l'habitude comment se respecter et comment faire des mouvements intérieurs. Maintenant, j'ai peur. Peut-être je vais décider de faire ce que je veux faire malgré la peur, mais pas en attaque, pas en violence, pas en sautant au-dessus de ma peur. Il faut passer à travers la peur et comme si mon cœur ou mon corps et mon cœur sont un petit enfant que je veux lui donner la main et lui aider de faire le passage, mais pas le prendre comme ça et tu es là, bam, tu es là. Parce que ce qui va se passer si je prends mon cœur dans une façon trop vite et violente, mon cœur va pas vraiment venir avec moi. Il va se déconnecter. Je vais aller trop vite, mon cœur va rester dans le souterrain. Et il va être très énervé. Et il a raison en fait. Parce que je ne lui ai pas traité en respect. Je lui ai dit, oui, oui, voilà, c'est très gentil, je t'ai entendu, allez, hop. Voilà. Alors, on veut guider notre cœur, mais on veut pas être dictateur envers notre cœur. C'est clair ce que je veux dire? Oui. C'est la même chose avec notre corps. Peut-être que notre corps, si on va parler gentiment avec lui, il va accepter de faire un peu au-delà de ses limites. Pas 3000% au-delà de ses limites, comme beaucoup de gens fassent, mais il va donner 150%. Mais d'abord, mon corps me demande, et tu me respectes là avec mes 100%? Tu sais où sont mes 100%?
avant que tu me demandes de faire 150, avant que tu me demandes de faire 300? Est-ce que tu me demandes de faire 150% des bonnes raisons? Parce que ton corps te demande, si tu veux me demander 300% parce que tu as peur de la société, moi j'aime pas cette idée. Si tu veux faire ces 300% parce que tu as vraiment l'amour pour quelqu'un et pour une fois on va faire 300%, mais je sais que demain tu vas me donner le repos et tu vas respecter ce qu'on a fait aujourd'hui, peut-être que ton corps va accepter d'aller avec toi. Peut-être que ton cœur aussi va accepter d'aller avec toi. Mais si tu es agressif et tu vas au-delà sans respect, il va te dire, bon, je viens, mais je viens j'aime pas. Je vais faire le rebelle, le rebelle. Je vais venir, mais en tant que, je vais tout le temps te faire sentir que j'aime pas ce qu'on a fait. Il va venir, mais il va bouder. C'est un de mes profs a dit, notenet verotenet, donner et bouder. Ouais. Prends, voilà, voilà ton repas. Voilà, prends. C'est donné avec un sorte de rebelle. Je veux quand même mettre dans le protocole que j'aime pas. Alors, qu'est-ce qui m'influence? Qu'est-ce qui me renforce? Qu'est-ce qui me fatigue? Qu'est-ce qui m'affaiblit? Il faut savoir d'abord. Savoir, c'est hakara la kiyum. La connaissance, la conscience de ce qui me fait bouger. Avec beaucoup de respect. Après, quand je commence à comprendre ça, je commence à voir aussi les prix. Les prix, ça veut dire, qu'est-ce qui se passe en moi, en fait, quand je décide d'aller au-delà de mes limites et pas respecter mon existence? Qu'est-ce qui se passe? Alors ça aussi, il faut connaître. Connaître, ça veut dire, ah, j'ai fait mon investigation et j'ai vu que je suis allé aider quelqu'un, je suis allé faire quelque chose, c'est pas pour la société, et tout d'un coup, je vois que ça me donne la colère, ça me fatigue, ça me fait des choses pas bonnes dans l'intérieur. Et après, j'aime pas ma famille quand je retourne à la maison, et je suis fatigué le lendemain, et je peux pas faire mon travail très bien le lendemain. Alors je commence à tout d'un coup voir les prix qu'avant j'étais pas conscient. J'ai pas vu, je suis passé au-delà des prix que je paye pour passer au-delà de mon existence. Alors ça aussi, il faut commencer à voir et se noter dans le cahier. Qu'est-ce que je comprends de moi-même? Ah, conclusion. Quand je fais au-delà de mes limites, les résultats sont 1, 2, 3, 4, 5. La deuxième fois que je le fais, c'est encore une fois, c'était pas par hasard, c'est le système, c'est mon système. C'est ce qui se passe quand je dépasse mes limites. C'est ce qui se passe quand je suis pas confortable. C'est ce qui se passe quand je vais, voilà, tout ça. Alors, sais-tu ce qu'il t'arrive quand tu renonces par la peur à ta volonté et tes désirs? Veux-tu continuer ainsi? C'est une question libre. Je peux décider de continuer, je peux décider de ne pas continuer. Mais d'abord, je sais. Je commence à savoir ce qui se passe et prendre le choix consciemment. Après, normalement, je vais me demander pourquoi j'ai cette bizarre habitude de me renoncer. Bon, j'ai pas eu le choix. Mais maintenant, j'ai le choix en tant qu'adulte. Je peux refaire le choix de ma vie et être pour moi-même et pas contre moi-même. Respecter mon corps et mon cœur, même si personne ne respecte. Après, quand je vais faire ça, d'abord, je vais être plus heureux. Je vais être avec beaucoup de silence. Je vais être avec plus d'amour dans le cœur. Et je vais même pouvoir voir les autres, ce qu'ils font à eux-mêmes, et les aider. Et les respecter aussi. D'abord, de ne pas demander aux autres de passer leurs limites comme j'avais l'habitude de me demander, parce que je sais que ça ne sert à rien.
Et après, des fois, aider à mes copains, ma famille, peut-être plus loin, de tout le monde qui se respecte. Parce qu'il y a comment on dit, hazaya, un délire, un délire culturel que beaucoup de gens ne se respectent pas. Alors, cet aspect de la société, je ne veux pas servir. C'est pas pour la société, c'est le délire de la société. Qu'on ne se respecte pas et on attend aux autres de ne pas se respecter aussi. Et on veut chercher à faire une existence dans notre famille et dans notre société. Moi, au moins, je veux qu'on peut tout le monde se respecter l'autre vraiment et aimer l'autre et arrêter cette attaque. Sensibilité et respect face à mon existence et générosité. Être gentil. Même si je veux évoluer. Il y a. On peut faire évoluement sans respect, mais ça a ses résultats. Question, remarque, histoire. Non, rien du tout. Si. Oui. Vous m'entendez? Oui. Itaï, vous m'entendez? Oui, oui. Ouais. Tout à l'heure, quand vous donniez l'exemple du petit enfant qu'on emmène à l'école et qui n'a pas envie d'y aller, qui a peur, hein, on sait le prix à payer, enfin on sait le prix que l'enfant va payer ou que soi-même on va payer, que le petit enfant en nous va payer, si on le pousse quand même à y aller. Mais il y a une cascade d'événements derrière qui sont difficiles dans l'instant à gérer. La maîtresse va fermer la porte de la classe, le patron attend l'arrivée à notre travail, et donc on se dit, la question est très importante, la question de la peur, mais peut-être on va en parler ce soir quand on va aller récupérer notre enfant, on va différer finalement l'analyse de cette peur, parce qu'il y a trop de cascades d'événements oui, ça aussi c'est le respect, parce que je vois en fait que je pousse mon fils à aller à l'école de ma peur, de la peur de la maîtresse, de la peur du patron. Ça aussi, il faut que je respecte. Je ne peux pas me libérer de cette peur immédiatement. D'abord, il faut voir et me dire honnêtement que c'est ça qui se passe. Le problème, c'est que je fais ça de la peur, mais je fais une idéologie. Ça, c'est le grand problème. Quand je sais, je me dis, non, c'est pas une idéologie, c'est pas quelque chose de beau que ce que je fais là, mais j'ai peur et j'ose pas encore de faire le changement que je voudrais faire dans ma vie pour l'instant. Très bien, ça c'est le respect, de m'accepter et pas essayer de immédiatement me sortir de cette peur de façon agressive. Il faut respecter, moi-même aussi, un enfant en moi qui a peur. Et il faut lui aussi lui respecter, parce que quand je pousse mon enfant là, il y a un enfant en moi qui a peur d'aller au patron. Et comment je respecte cet enfant aussi? J'ai peur, alors je veux pas avoir peur. C'est très gentil que je veux pas avoir peur, mais j'ai peur. Alors c'est là. Et il faut me respecter là, maintenant. Alors tous les mouvements doivent être avec beaucoup de respect, beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de attente, comme ça. Je veux faire bon. Alors j'ai compris, je veux me libérer de la peur. Mais elle est là, et pour l'instant elle est assez forte. Alors j'essaye de me libérer un tout petit peu, de me donner même 10 secondes, de m'arrêter au dehors de la porte de l'école et me dire, mon enfant a peur, moi aussi j'ai peur. Ben, on va se faire un câlin tous les deux et on va dire, ah, on a peur. Et si mon enfant va savoir que vraiment j'ai l'intention de résoudre cette peur,
et je vais vraiment lui parler ce soir, et peut-être je vais oser de faire des changements dans ma vie, il va se remettre en confiance envers moi. Alors peut-être qu'il va accepter aujourd'hui d'aller à l'école quand même, mais il va accepter à parler ce soir et demain et après-demain et me demander comment on fait ma vie bonne. Parce que, maman, est-ce que tu me dis que c'est ça la vie? De souffrir parce que c'est ce que tout le monde fait? Et s'il va commencer à recevoir une vraie réponse, alors il va accepter que ça va prendre un peu de temps, parce qu'il sait que j'ai commencé le voyage. Et lui, il a plus de patience que nous. Il a plus de patience envers nous que nous, on a envers lui-même. Alors je lui dis, et si je suis honnête, je lui dis pas, je lui raconte pas des histoires, c'est très important, parce que lui, il sent ce décalage. Il sent immédiatement avec son cœur que je dis quelque chose et je ressens quelque chose d'autre. Alors si je commence à être honnête avec moi-même et avec lui, je lui dis, tu sais, en fait, j'ai pas envie d'être avec toi toute la journée. Je voudrais bien que tu vas là-bas, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi. Bah, c'est plus honnête, ça va être plus accepté chez lui que les belles histoires que c'est très important d'aller à l'école et recevoir de l'éducation. Parce que quelle éducation il reçoit là? Est-ce qu'il reçoit l'éducation comment il va être lui-même, ou il reçoit l'éducation comment servir le délire de la société, de s'attaquer et d'être pas lui-même? C'est quoi l'éducation? Alors que quand mon enfant sent que je commence à me remettre en honnêteté avec moi-même, bon, il va commencer à sourire envers moi et me dire, bon, maman, t'as peur du patron, ça va, je vais me débrouiller aujourd'hui, on va se parler ce soir, je vais te donner des idées, comment tu vas arrêter d'avoir peur de ton patron. Ça va? Ah, maman, t'as peur, ça va, je vais te donner un câlin, n'aie pas peur, tu vas au boulot, ça va, tu vas passer, quand même, il faut y aller. Tu sais. Respectes-tu ton être, tes besoins? C'est ça. Ouais. On a appelé ça assez de zapper. Je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est whoop. En hébreu, ledaleg, sauter au-dessus, comme si ce n'était pas là. Alors, quand on saute au-dessus de quelque chose, ça reste, ça devient plus fort, et des fois, ça se cache. Ça se masque en tant que quelque chose d'autre. Parce que si mon enfant va comprendre que si la faim, c'est pas assez pour s'arrêter, mais s'il a une recherche scientifique pour l'école, on peut s'arrêter. Alors il va comprendre. Ah, papa ne réagit pas envers les besoins du corps. Ça, en fait, c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de m'arrêter parce que j'ai mal à la tête, on est en route pendant 2 heures, j'en ai marre, j'ai besoin d'arrêt. Mais il va savoir que papa va pas écouter à ces histoires de besoins normaux du corps. Alors il va se dire, bon, comment je fais papa arrêter? Alors il va dire, papa, tu sais, on a un essai à l'école, c'est très scientifique, il faut que je prenne des photos de cette... Ah oui, très bien, scientifique, je m'arrête. Bon, c'est comme ça qu'il apprend à mentir à lui-même, à mentir et dire des choses que c'est ça qu'ils veulent entendre. C'est pas la vérité, mais c'est ça qu'ils veulent entendre. Bon, on peut tout corriger. Si on voit cette histoire, on peut la corriger. C'est pas pour nous désespérer, parce que il y a l'espoir total dans chaque instant de notre vie. Si on veut se remettre en contact avec nous-mêmes, on peut. N'importe combien de fois et combien d'années on a fait ces erreurs, on s'est éloigné de nous-mêmes, on peut revenir en contact. En langage juif, ça s'appelle la teshuva. J'aime pas l'idée de repentir, c'est l'idée de retour. Retour
dans le Zohar, dans le livre du Zohar, le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit que faire le retour, la Teshuvah, c'est retourner quelque chose à sa place originelle. C'est clair ce que je veux dire? Oui. Si je suis sorti de ma place, de tas de raisons, je vis une vie qui n'est pas vraiment la mienne, je prends mon corps là où il ne doit pas être, je sais pas quoi. L'idée de retour de Teshuvah, c'est retourner à mon endroit vrai, à mon endroit originel. Et c'est toujours possible. L'espérance vient du fait que n'importe combien je me suis éloigné, même si je suis arrivé à des endroits horribles, je peux retourner maintenant. La porte est ouverte. Lentement. Alors, lentement, c'est bon. J'ai compris où est-ce que je suis. Je comprends que des fois, dans la journée, peut-être beaucoup, j'ai de l'éloignement, je sais pas, j'ai n'importe quoi, et je veux faire un changement. Le mot, c'est rentrer dans le système lentement. Lentement. Pas se précipiter. Parce que beaucoup de fois, quand je vais découvrir le décalage, l'éloignement, je vais vouloir immédiatement l'éliminer de ma vie. Non. D'abord, c'est accepter d'être là où je suis, de voir l'éloignement et de commencer à espérer et vouloir de nouveau de me sortir de cet état et accepter le fait que pour l'instant je suis là. Et c'est ça, je pense que ça, c'est l'étape la plus difficile du processus. De voir où est-ce que je suis, de sentir que je peux rien faire, de sentir que je veux vraiment sortir mais je ne sais pas comment. Et ça, il y a quelque chose de, comme on dit, chassar onim. Je peux rien faire, je sais pas comment on dit en français, d'être impuissant, oui c'est ça. Oui. Je suis impuissant, je peux rien faire, et là il y a une sorte de soumission. Soumission à la situation, soumission au fait que je veux sortir mais je ne sais pas comment. C'est ça l'endroit le plus difficile, et c'est pour ça qu'on commence à se raconter des histoires qu'on n'est pas loin. Parce que je sais que si je vais reconnaître mon état vrai, je vais me sentir impuissant parce que pour l'instant, ces habitudes me dominent encore. C'est pas que demain je vais changer ces habitudes, mais maintenant je vais les voir. Alors c'est pas un sentiment sympa. Mais peut-être petit à petit, on peut s'habituer au sentiment d'impuissance. Ça va. Lâcher contrôle, lâcher prise. C'est pas tellement horrible de se sentir impuissant. Comme me donner à la vague dans la mer. Ça va? J'essaye pas de tenir ma vie comme ça en contrôle. Et c'est même assez sympa. Je sais pas quoi faire. Il n'y a pas besoin de ce masque de contrôle que je veux donner à mes enfants. Je sais exactement quoi faire à tous les moments, je sais pas quoi. Ils me demandent qu'est-ce que je fais avec... En fait, je sais pas. Je sais pas quoi faire. C'est très sympa cet état. C'est ouvert, il y a un voyage, il y a l'aventure, il y a... Oh, je sais pas. Accepter, mais accepter cette situation pas comme victime. Ah, je sais pas quoi faire. Hein? C'est waouh, je sais pas quoi faire. Formidable.
Parce que normalement, le monde est grand, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si j'essaye de savoir quoi faire et avoir de contrôle, c'est, comme on dit, recipe. Pour faire le gâteau, comment on appelle ça, Recette. la recette pour la souffrance. J'essaye de savoir quoi faire. Alors, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'histoires, le monde est grand, il y a pas, ça va pas marcher. Alors, je change de mode. Je cherche pas à savoir tout à chaque moment, être en contrôle. Je sais pas, ça va. Je sais ce que je dois savoir, mais il y a beaucoup que je sais pas. En parenthèse, il faut dire que ce mot-là qu'on a écrit, l'âme, c'est pas très bien en hébreu. En hébreu, en langage de l'intérieur de nous-mêmes, il y a le corps, et après, dans notre intérieur, il y a quelque chose qui n'est pas le corps, mais il y a aussi des niveaux. Il y a les niveaux de base, il y a un niveau plus haut. Et en hébreu, neshama, l'âme, c'est un niveau assez haut. Et là, je voudrais plutôt parler des besoins les plus bases de notre intérieur. Je sais pas, en grec le psyché, je sais pas si c'est ça, même ça. J'ai pas assez de romain, grec, latin pour savoir ce que ça veut dire le psyché. Je sais en hébreu, mais c'est des niveaux de notre intérieur. Et ce que je veux dire, c'est le respect tout d'abord de mon corps et des besoins de base de mon intérieur. Même si c'est la peur, même si c'est le besoin de contrôle, même si c'est, je sais pas, le besoin que quelqu'un me voit et me dit que je vais très bien. Après, j'ai des niveaux plus hauts. Mais si j'essaye d'arriver haut, sans passer, c'est une échelle. On dit chez Jacob, il y a une échelle que le pied de l'échelle est par terre et la tête de cette échelle est au ciel. Alors, on ne peut pas grimper l'échelle sans passer par les échelons les plus bas qui sont par terre. Mais la surprise et la promesse, c'est que cet échelon que je ne veux pas passer, c'est là la porte du ciel. Je ne veux pas passer parce que j'aime pas, je veux passer au-dessus, mais c'est là la porte. Si j'accepte de rentrer dans ces petites histoires pas très belles, c'est là que je vais rentrer en haut. C'est exactement là et c'est ça qu'on ne veut pas. Parce que ça passe par l'impuissance, ça passe par accepter que je suis petit, ça passe par accepter que c'est pas que je suis petit, j'ai aussi la petitesse en moi. Je suis lumineux, formidable, je suis grand, j'aime tout le monde, mais je suis aussi petit. Il y a les deux en moi. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de silence dans l'audience. C'est un essai que vous faites. Comment je peux parler après le jeune, comment on dit, le jeune, la jeune? Le jeune, voilà. Parce qu'en hébreu, et les Français, le français, c'est presque tout le temps à l'envers. Le masculin et le féminin, c'est presque... Francis, comment ça va? Il n'y a pas de parole aujourd'hui? Ça va, Liliane. Ah, Liliane, on a deux Liliane. Adiel. Oui. Quelque chose? Ben moi, ce que je pourrais dire, c'est au niveau de comment
au niveau du contrôle. Oui. Quand c'est l'autre, quand c'est pas nous en fait, c'est l'autre, comment on peut gérer ça? Que l'autre veut être en contrôle tout le temps? Oui. Oui. Bonne question. Alors d'abord, Liliane, bonjour. Adieu. Enfin, non, aussi Liliane, je vois son visage pour la première fois. Alors, je t'entends pas, mais je vois ton visage, c'est déjà quelque chose. Et Adiel, oui, c'est une bonne question. Et la première étape, c'est d'abord de voir comment moi je me sens à côté des gens qui sont tout le temps en contrôle et commencer à travailler avec ça. Oui. Et après, petit à petit, peut-être je vais pouvoir bouger autre chose, peut-être l'autre aussi, mais le fait d'avoir des gens autour de moi qui sont dans le surcharge émotionnel, qui sont dans le contrôle, ça va rester pour l'instant. D'accord. La question est comment moi je commence à être généreux envers moi-même en tant que pour l'instant, il y a autour de moi beaucoup de gens toute la journée qui sont en sorte de lutte avec la vie. D'accord. Et après, ce qui va se passer, c'est d'abord, je me respecte moi-même. Par exemple, je sais pas, je vais en voiture avec quelqu'un et il est stressé tout le temps et moi, je souffre. Alors peut-être, pour l'instant, je respecte le fait qu'on ne peut pas aller ensemble en voiture comme ça parce que c'est la souffrance pour tout le monde. Peut-être plus tard, ça va être possible. Mais pour l'instant, moi, je peux pas gérer tout ce stress. Je peux pas. Alors d'abord, il faut respecter ce fait. Je ne cherche pas à changer l'autre, mais je ne cherche pas à changer moi-même. Pour l'instant, tous les deux, on est comme ça. Et si on se met ensemble dans cet état, on va souffrir. Alors d'abord, je respecte ça. Je respecte tout le monde avec leurs limites et je cherche comment on va être gentil envers tout le monde et d'abord envers moi-même dans cet état. Après, petit à petit, peut-être avec la séparation, avec que je gagne la force intérieure, je vais pouvoir peut-être aider à l'autre de sortir de son stress. Peut-être ça va pas tellement m'influencer, peut-être, mais c'est pas comment on disait l'autre naï. Quoi? Mentir là et Une condition. Non, pas là. C'est pas une condition. C'est pas forcément. Peut-être ça va jamais changer. D'accord. Et quand même, je peux faire ma vie assez belle, même si ça va pas changer. Normalement, quand moi je commence à faire ma vie belle, ça commence à influencer l'environnement, mais je fais pas ça comme condition. D'abord, je prends la responsabilité de me respecter ma vie et commencer à être lumineux et donner du bien envers moi-même et envers l'autre. Et ce qui va se passer comme première étape, que je vais respecter et je vais voir l'impuissance de l'autre envers son stress. Comme moi, j'ai des habitudes qui sont pas bien pour moi, l'autre a l'habitude du stress, c'est pas bien pour lui, et il est esclave à cette habitude. C'est pas un choix. C'est pas un grand plaisir d'être en stress, mais il sait pas quoi faire. Alors on peut avoir au moins un peu de pitié, un peu de respect envers quelqu'un qui est esclave à son stress. D'accord. Et si c'est notre couple, si c'est à la maison, alors Yami m'a dit, aie confiance que si tu vas faire ça constamment, changer ta vie pour le bien et amener de la chaleur à la maison, ça va affecter la maison. Ça va faire quelque chose dans la maison. Elle dit même les blocages les plus forts peuvent se lâcher si je ramène vraiment pas la critique envers l'autre, pas la peur de l'autre, pas le mélange avec l'autre, je ramène la chaleur à la maison.
Alors, si je ramène la chaleur à la maison, je peux aussi dissoudre les blocages du cœur de l'autre aussi. Oui, si c'est la maman. La maman, c'est 10 à l'échelle de Richter. Ouais. Ma fille, c'est 9 à l'échelle de Richter. Et je sais pas, il y a une. Oui, ça c'est plutôt pour le personnel, mais il y a beaucoup de gens qui sont à cet état. C'est pas écrit quelque part qu'il faut souffrir pour sa maman. Sa maman, elle souffre, c'est assez. Il n'y a pas besoin de lui donner le cadeau de souffrir avec elle. Il faut d'abord, le plus grand cadeau que je peux donner à ma maman, même si elle ne le sait pas, c'est d'être lumineux dans ma vie. C'est le vrai cadeau que dans son intérieur, elle veut. C'est pas un cadeau de lui donner ma souffrance. C'est lui donner ma souffrance, c'est un sacrifice pour le faux Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Mon professeur me disait, bon, je sais pas quoi faire, au moins je te donne ma souffrance comme sacrifice. Vous voyez un peu l'idée. Oui. Au moins. Alors, comme moi je comprends, le vrai Dieu veut pas ces sacrifices. Oui. Il veut, je lui sacrifie mon bonheur, lui donne comme cadeau mon bonheur, ma lumière. Et c'est ça aussi pour ma mère et mon père. Le plus grand cadeau que je peux leur donner, ils m'ont ramené au monde, et le plus grand cadeau que je peux leur donner, c'est faire quelque chose de beau avec ma vie. Et si de leur esclavage, de leur souffrance, ils veulent comme ça, au moins dans ce que je vois et dans ce qu'ils disent, ils veulent que je souffre un peu, faut pas écouter ces besoins-là. C'est des choses qui font de leur habitude, comme eux, ils souffrent et ils ont l'habitude de s'attaquer, ils nous passent cet héritage pas très sympa de souffrir avec eux. Ok. Bon, j'aime pas finir avec le plus difficile du monde. Même si je ne sais pas quoi faire avec les grands problèmes de ma vie, même si je change un peu les petits problèmes de ma vie, c'est déjà beaucoup. Un peu plus de lumière, un peu plus de liberté envers mon environnement. 30% c'est déjà beaucoup, même 1% c'est beaucoup. Je fais une petite danse. Ah, j'étais un peu plus généreux envers moi-même. J'écris dans mon cahier, cher cahier. Aujourd'hui, le 9 mars, j'étais un peu plus généreux envers moi-même. Je me suis assis et je n'ai pas couru au travail et je me suis pas fait peur parce que je suis en retard. Je fais une petite danse. Voilà. Purim. Dessus du corps. D'abord, mon corps. C'est l'échelon le plus bas de cette histoire. Il faut commencer à respecter ça, d'abord. Après, c'est pas l'âme, c'est plutôt les besoins de sentiments et de volonté les plus bases, les plus primordiales. C'est ça qu'il faut respecter. L'âme, elle se débrouille toute seule. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'a pas besoin de notre respect. Elle se débrouille toute seule. Ce qui a besoin de respect et de pitié et d'amour et de générosité, c'est comment on dit, Komarishona. C'est la première étage. C'est les hauts étages, ils se débrouillent toutes seules. Ce que je veux, c'est ramener de la chaleur à l'étage de bas. Donc quand on parle de l'âme, c'est pas l'intelligence, les émotions, la mémoire, la volonté. C'est pas ce niveau-là, parce que tu parlais de psyché. Peut-être vaut mieux effacer cette histoire de âme. Âme animale.
ça, j'aime pas aussi. Un nefesh a les besoins de base en tant qu'être humain. Et c'est des besoins de corps. Bon, pas seulement, pas seulement physiologique, aussi avoir le respect. Le besoin de sécurité. Être aimé, sécurité, liberté, me sentir bien, pas être attaqué. Ça, les besoins de base en tant qu'être humain, pas sauter au-dessus. C'est ça ce que je veux dire. Et le point nouveau, c'est pas respecter mon âme, ça va, c'est sympa. Ce que je veux dire, que la plupart des gens ne sont pas conscients à cet aspect, de respecter les étages les plus basses. Être gentil avec l'étage le plus bas, c'est essayer de aller en haut. Alors, il n'y a pas en haut s'il n'y a pas de bas. Briut hanefesh kodemet le briut haneshama. La santé normale en tant qu'être humain, être normal, ça vient avant d'être grand de l'âme et aimer toute l'humanité et je sais pas quoi. Ok, merci beaucoup, Itaï. Besimcha Rabba, Purim Sameach. Le respect, beaucoup de respect envers le cœur, le corps à Purim. Il faut bien boire, bien manger et être heureux et pas être trop spirituel. C'est très dangereux d'être spirituel à Purim. C'est être gentil envers le corps. Donner à tout le monde à manger et les faire heureux et les faire sourire et raconter des blagues. Et ça, c'est beau Purim. Purim Sameach. Purim Sameach. Beaucoup Itaï. Le cours de Ronnie a commencé depuis 3 minutes. Et donc, dimanche, lundi, il n'y a pas de cours. On reprendra mardi soir les cours sur les modes avec la paracha de Shavua. Okay. Voilà, Shabbat Shalom. J'ai pas reçu par mail pour le cours d'Ivrit. J'ai pas reçu